Alors bonjour René Pommier. Bonjour, merci d'être venu à Bourg-en-Bresse. Oui, merci de nous accueillir chez vous, donc à Bourg-en-Bresse, et de nous avoir accordé cette interview pour Enquête et Débat, qui est donc la première interview en France, en tout cas, de manière vidéo, hein. De manière vidéo, oui, Voilà. c'est exact. Alors on va y revenir, mais avant cela, je vais vous présenter rapidement. Donc vous êtes agrégé de lettres, docteur ès lettres, maître de conférences à la Sorbonne, et écrivain sceptique, rationaliste, anti-religieux. Vous vous êtes fait connaître par des essais critiques consacrés à des essayistes du XXe siècle comme Roland Barthes, René Girard ou encore Freud, et vous êtes un spécialiste du XVIIe siècle. C'est ça. J'ai rien oublié? Rien oublié, non. Bien. Alors ma première question, vous avez pour conviction que certaines personnalités célébrées par l'université, les médias ou la doxa se trompent dans leur analyse. D'où vient ce phénomène selon vous et est-il propre à notre temps? Il est propre à notre temps, certainement pas, mais enfin, il a sans doute rarement été aussi grand que de notre temps. Mais on a toujours interprété de travers les textes. Et par exemple, je me suis amusé à faire un rapprochement entre la lecture que Rousseau fait de Molière dans la lettre à d'Alembert et la lecture que Charles Moreau fait du même Molière, donc dans la perspective de la psychocritique. Ben, on aboutit à la même déformation donc, du théâtre de Molière chez Rousseau. Donc tout ce que dit Rousseau sur Molière, ça contredit le texte continuellement. Bon, mais enfin Rousseau, c'était un génie, ce qui n'était pas le cas de Charles Moreau. Non, mais alors pourquoi de nos jours plus qu'autrefois? Alors là, il faudrait demander à un sociologue, ça, je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. Alors, je le disais en introduction, vous n'êtes jamais passé à la télévision française. Jamais. Dans la télévision belge, mais pas deux fois, mais pas la télévision française. Et pourtant, vous êtes français, vous n'êtes pas belge. Je suis français, oui, mes parents étaient français, mes grands-parents étaient français, mes arrière-grands-parents Bon, étaient français. donc a priori, vous êtes Moi, français. je peux pas vous. Alors, ce n'est pas une censure, je dirais, où vous avez refusé des invitations, c'est vous avez émis un certain nombre de demandes, Ah, j'ai jamais émis de demande. Personnellement, j'ai jamais émis de demande. même sauf- auprès d'Apostrophe et de Bernard Ah ouais, Pivot. c'est mon éditeur qui avait écrit Oui. à Bernard Pivot, puis un de mes amis qui avait suggéré à Bernard Pivot de m'inviter en même temps que Roland Barthes. Et Bernard Pivot avait répondu oui, mais Roland Barthes n'acceptera pas. Bon, ce qui est sans doute vrai, mais il aurait pu m'inviter quand même. Donc, c'était même, il aurait même dû m'inviter parce que professionnellement, ça faisait pas, ça relevait de son éthique en principe. Surtout que je publiais chez un petit éditeur complètement inconnu. Donc, en principe, il devrait aider les ouvrages publiés chez les petits éditeurs plutôt que ceux publiés chez Gallimard. Mais évidemment, il préférait inviter Solers que moi, c'est C'est ça. sûr. Ce que je voulais dire, c'est que vous n'aviez jamais refusé d'invitation. Non, non, bah non, je refuse. Ah non, non, mais si Bernard Pivot m'avait invité, j'y serais allé. Oui. C'est ça. Et Évidemment. donc, malgré vos demandes répétées, votre légitimité... Ah non, j'ai pas fait de demande répétée, encore une fois. D'accord. Non, non, j'ai pas fait de demande répétée. C'est une Ça, fois. Ensuite, j'ai votre jamais, éditeur- demandé- votre j'ai jamais rien demandé. D'accord. C'est mon éditeur qui avait demandé, il n'a Voilà. pas eu de réponse. Donc, C'est ça, mais donc des gens ont fait des démarches pour vous, ah bah oui, un de mes amis, une fois, oui, oui. voilà. Mais, Et malgré ces demandes et votre légitimité à pouvoir traiter de différents sujets en expert, et malgré vos 21 ouvrages, donc c'est quand même pas rien. j'en suis à 23 depuis. Ah, 23, bon, j'en ai même raté, qui sont parus dans des maisons d'édition respectables. Et donc, comment vous expliquez cette omerta? Parce que là, je pense qu'on peut parler d'omerta. Quand même. Oui, bien sûr, essentiellement parce que ma grande tête de Turc, ça a d'abord été Roland Barthes. Alors attaquer Roland Barthes, enfin il y a 50 ans, enfin il y a 40 ans disons, c'était scooper. D'abord c'était scooper toutes les universités pratiquement aussi, et puis les éditeurs et puis les médias. Donc. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui, parce que Roland Barthes, bon... Ah ben écoutez, Roland Barthes sur France Culture, hein, il est encore régulièrement encensé. Donc, mais c'est vrai qu'à l'université, Roland Barthes maintenant on ne le cite plus. Et même son ancien disciple et admirateur, Antoine Compagnon, il le cite rarement maintenant. Donc, Donc c'était une mode, comme vous avez dit. Oui, Roland Barthes, j'ai jamais compris pourquoi un tel succès, parce que vraiment Roland Barthes, c'est une absolue nullité. C'est quelqu'un qui ne sait rien,
qui ne comprend rien à rien et qui n'a jamais rien foutu. Il n'a jamais préparé ses cours, et il n'a jamais étudié un texte, il se contente de feuilleter très mal. C'est une nullité intégrale. Alors, on l'a porté au nu, là je comprends vraiment pas pourquoi. Mais s'attaquer à Roland Barthes, c'était rédhibitoire autrefois. Donc, Parce que... et au structuralisme en général. Donc, oui, parce que vous avez écrit beaucoup d'autres livres, donc est-ce que c'est le fait de s'être attaqué à Roland Barthes en premier, selon vous, qui vous a coupé définitivement? oui, mais j'ai continué à m'attaquer au structuralisme, je me suis attaqué à Goldman, donc souvent à Moron, à la sémiotique en général, à la stylistique qui jargonne, notamment ma grande tête de Turc dans les dernières années où j'enseignais, c'était celui qui est devenu ensuite le président de mon université, Paris 4, c'est-à-dire Georges Molinier. Vraiment, le jargon de Georges Molinier, ça vaut le coup d'être découvert, c'est quelque chose d'absolument innommable. Donc je crois qu'il risque de passer à la postérité comme un des plus grands grotesques de tous les temps. Il faut dire que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, donc généralement on vous a reproché, enfin vos critiques vous ont reproché d'utiliser des mots qui ne sont pas habituels dans la bouche d'un universitaire. Bien entendu, sous sa plume. J'ai utilisé faribole, sornette, foutaise, calambrodais, donc tous les mots. Donc j'ai tous utilisé. Est-ce que ça peut venir de là aussi, votre exclusion du paysage médiatique français? Du paysage médiatique, mais enfin dans l'université, évidemment, ça a quand même choqué pas mal de gens, parce qu'il y a une tradition de courtoisie universitaire, évidemment, qui fait que quand on pense pique-pente de quelqu'un, on le dit de façon détournée. On dit jamais qu'un livre est complètement stupide, on dit qu'il est peut-être imprudent, mais qu'il est quand même stimulant. Alors moi, j'ai jamais employé une telle litote, j'ai toujours dit, tel livre est complètement stupide. Ça, évidemment, ça se fait pas. Donc, Et alors, paradoxalement, ça ne vous a pas empêché de passer sur Radio Courtoisie, justement? Sur Radio Courtoisie, parce que je suis anti-freudien. Donc, il se trouve que Henri de Lesquen est aussi anti-freudien. Apparemment, il est très anti-girardien aussi, parce qu'il a beaucoup aimé mon bouquin sur René Girard. Mais je ne partage pas les options politiques, et encore moins religieuses, d'Henri de Lesquen, puisque moi je suis foncièrement mécréant. Donc, mais ils vous ont offert une liberté d'expression. Ah bon, total. Non, mais je dois dire, oui, par rapport à France Culture, Radio Courtoisie, ils offrent apparemment plus de liberté d'expression qu'à France Culture. Oui, alors c'est ça, vous n'êtes jamais passé non plus sur France Culture. Ah, jamais passé. Ce qui est quand même énorme. Ça, oui, c'est quand même un peu surprenant. Alors qu'en revanche, il y a eu une émission consacrée à mon bouquin Roland Barthes ras-le-bol sur France Culture, une émission qui est passée 2 fois. Ils étaient 7. C'était, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était l'émission Panorama. Ah oui. Il me semble que c'était Jacques Duchâteau ou quelque chose comme ça, il me semble. Alors ils étaient 7, Solers et Jean-Jacques Brochier en tête, et puis il y en avait, enfin ils étaient 7, mais ils étaient tous des admirateurs de Barthes, et ils ont tous dit pendant toute l'émission, ils ont dit pique-pente de moi en affectant de ne même pas vouloir prononcer mon nom. Ils ont dit des tas de contre-vérités, ils m'ont fait dire ce que j'avais pas dit, etc. Ils ont surtout pas dit que j'avais commencé par dire du mal d'eux. Dans mon livre, j'avais dit beaucoup de mal de Solers et de Jean-Jacques Brochier. Ils auraient dû commencer par avertir les auditeurs que c'était moi qui les avais attaqués le premier. Ça, ils l'ont pas fait. Donc ça a été. Alors j'ai écrit une lettre de protestation, j'ai jamais eu de réponse. Bon. C'est la seule fois que France Culture a parlé de moi. Bon. Alors, on le disait, parmi vos cibles de choix figure Sigmund Freud, que tout le monde connaît. Pourtant, vous n'avez pas été médiatisé, contrairement à Michel Onfray, dont le livre sur Freud lui a valu des invitations un peu partout. Alors, que pensez-vous de son travail et pourquoi, selon vous, a-t-il été autant invité? De toute façon, lui, c'est fait depuis longtemps. Il peut écrire n'importe quel livre, il vend à 150 000, 200 000 exemplaires au minimum, et il est invité partout systématiquement. Donc, si ça avait été son premier livre, ça aurait peut-être pas ça aurait peut-être pas marché comme ça, mais maintenant, de toute façon, il a gagné la partie depuis très très longtemps. Donc, oui, grâce à son traité d'athéologie, qui a été le premier à le faire vraiment médiatiser. Oh non, il était déjà connu. Avant le traité d'athéologie, oui, c'était très bien vendu. Mais déjà... C'était son premier grand succès, quoi. Oui, un très grand succès, mais déjà avant, il était... Non, je sais pas, là, il y a des choses qui sont un peu mystérieuses. Bon, remarquez, moi,
J'aime bien Michel Onfray, je suis d'accord avec lui sur Freud, sur la religion aussi, mais bon, je trouve quand même qu'il y a une petite disproportion entre son succès, son audience et la mienne. Oui, petite, c'est moins qu'on puisse dire. Oui. Quand même. Est-ce que vous lui en avez déjà parlé? Ah non, je ne lui ai jamais parlé. Est-ce qu'il pourrait parler de vous, par exemple? Oui, bon, je sais pas. Il est tellement invité, il pourrait mentionner au moins Bah, votre oui, nom pour... oui, bon. Il l'a jamais fait? Il m'a cité dans sa bibliographie Ouais. de son livre. Ouais. Mais non, mais je sais pas, peut-être que. Je sais pas. Mais enfin, bon, mais j'ai de la sympathie, de l'estime pour lui, alors que dans le monde universitaire, en général, on le méprise. Ouais. On le méprise, on le considère comme un philosophe de pacotille. Bon, c'est vrai que. Il écrit comme tout le monde, il n'écrit pas comme un véritable philosophe. Mais au moins on le comprend, donc Ouais. ce qui est déjà pas mal. Donc vous êtes d'accord avec Michel Onfray sur ce qu'il dit sur Freud, par exemple? Ah ben, Intégralement ou- Oui, ben, je sais pas bien, je peux pas vérifier parce que lui, sa critique est surtout d'ordre historique. C'est l'homme Freud qui l'attaque plutôt que ses idées. Alors il s'appuie sur des documents historiques. Moi, c'est une question que je connais assez mal. Moi, je me suis appuyé uniquement sur les textes et uniquement les textes relatifs aux rêves. Bon, qui m'ont paru complètement extravagants. Donc, bon. Parce que moi, ma seule spécialité, je suis pas historien. Moi, ma seule spécialité, c'est l'analyse des textes. Je fais des explications. Quand j'ai enseigné, j'ai fait que de l'explication de texte. J'aime pas les dissertations parce que dissertation c'est très général. Quand vous vous lancez dans des généralités, inévitablement vous dites des sottises. Donc ça, bon, j'aime pas dire des sottises. Alors j'aime bien rester au ras des textes. Alors pratiquement, je faisais que de l'explication de texte. Et là, évidemment, je suis très habitué à l'explication de texte. Alors là, avec Freud, bon, j'ai des textes, avec René Girard, j'ai des textes sur des textes, et c'est ça qui m'intéresse, les textes sur les textes, pour montrer que ça ne correspond pas, ce qui est très très facile finalement. Bon, il suffit de faire un peu attention, donc moi ça me convient parfaitement, parce que moi j'ai pas d'idée. J'ai jamais eu d'idée. Ah bon. Et c'est pas maintenant, j'ai 78 ans, j'ai des métastases, donc c'est pas l'âge où je vais me mettre à avoir des idées. À moi, évidemment. À moins que j'attrape la maladie d'Alzheimer, auquel cas j'aurais peut-être des idées. Mais vous êtes, vous l'avez dit, anti-religieux, donc ça c'est une idée quand même. Ah, c'est pas vrai. Non, parce que j'ai pas d'explication à la place. Ouais. Donc simplement, je constate que les explications religieuses, bon, ça ne colle pas. Donc d'abord, c'est incohérent, c'est absurde, c'est contredit par les données de la science, par les données, bon, historiques, c'est contredit par l'étude des textes même sur lesquels s'appuient les religions. Bon, alors, il suffit de lire la Bible pour devenir incroyant. Pour lire le Coran, quand on lit le Coran, alors j'en parle pas. Quand on lit le Coran, on devient immédiatement islamophobe, profondément islamophobe, radicalement islamophobe, comme je le suis. Donc ça me paraît tout à fait logique. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est l'analyse des textes. Parce que, enfin, ce qui m'intéresse, c'est la seule chose que je sais faire. Donc, Ouais. mon cerveau, il a ses limites. Donc, d'abord, il est très très lent. J'ai un cerveau très très lent, je travaille très très lentement, mais ça a un avantage, c'est que ça chauffe jamais. Donc je peux m'y fier. Il est très lent, puis il travaille que sur des sujets très très circonscrits. Donc justement, l'étude des textes, la comparaison entre ce que l'auteur dit d'un texte et le texte lui-même, bon, ça convient très très bien à mon cerveau. Donc il peut faire ça. Mais se lancer dans des grandes idées générales, discussion d'idées générales, mon cerveau, il peut pas. Donc, il peut pas. Juste une petite incise sur la relation entre la religion et la science. Est-ce que, en rationaliste que vous êtes, vous n'avez pas été sensible au fait que il y a eu des personnes dans l'histoire, et notamment l'histoire récente, comme Marthe Robin ou Myriam, enfin Madame R, qui était son surnom, qui, pendant des années et des années, ne se sont pas alimentées. Ah ben, le cas de Marthe Robin, évidemment, est quand même assez curieux. Ben, c'est pas un cas unique. À toutes les époques, il y a eu des gourous, des fakirs qui ne mangeaient pratiquement rien. Mais elle, évidemment, elle semble avoir battu tous les records dans ce domaine. 52 ans, a priori. Oui, oui, oui. Oui, alors là, évidemment, c'est un cas un petit peu surprenant. Je ne sais pas s'il y a une explication scientifique. Moi, je ne l'ai pas. Mais bon, Est-ce que ça vous met le doute ou pas? le doute?
Parce elle vivait la Passion tous les Oui, vendredis. oui. Elle était visitée par 103 000 personnes. Oui, je sais. Oui, Ses muscles étaient atrophiés. elle avait des stigmates, mais Voilà. je suppose qu'elle avait des stigmates là. Oui, Donc, les stigmates du Christ, hein, théoriquement. oui, mais les stigmates, le Christ, il n'a pas été crucifié. On n'a pas planté les clous là, on les a plantés là. Donc, Ah ça, je sais pas. Ah si, parce que ça tient pas. Oui, mais je sais pas si elle avait des stigmates dans parce la que paume tous ou les pas. stigmates, par exemple, Saint François d'Assise, ses stigmates, c'était là. D'accord. Donc, ça, les stigmates, je crois que les médecins arrivent à trouver des explications, donc c'est assez facile, ça se produit assez facilement, les stigmates. Mais le fait de rester si longtemps sans pratiquement rien manger, ça paraît plus étrange. Je pense. Donc, ça pose un problème scientifique, mais de là à m'amener à croire, non. Non. Alors, continuons. Sur René Girard, justement, on a commencé à en parler. Vous dites de lui qu'il est un allumé qui se prend pour un phare. C'est le titre de votre livre que vous lui avez consacré. Est-ce que, quand même, sa théorie du bouc émissaire ou du désir mimétique ne vous touche pas, vous n'y êtes pas sensible du tout? Vous trouvez que c'est complètement faux? La théorie du désir mimétique, bon, il prétend que le vrai désir est toujours indirect, triangulaire, qui passe toujours par un médiateur, qui va jamais du sujet directement à l'objet. C'est démenti par l'expérience universelle du coup de foudre. Les gens ils tombent amoureux en voyant quelqu'un, donc ils n'ont pas besoin d'un médiateur. Non, ça, le désir médiatique, c'est un mimétique, enfin, qui passe par le médiateur. Le désir mimétique triangulaire, c'est de la foutaise. Ce n'est pas un vrai désir. Le snob, évidemment, il désire des choses parce que des gens haut placés, donc des gens qu'il envie, qu'il admire, les désirent. Mais en réalité, donc, son vrai désir, c'est pas l'objet en question. Cet objet en question n'est qu'un moyen pour lui de grandir dans sa propre opinion. C'est ça son vrai désir. Donc, le désir mimétique, ça me paraît de la foutaise. Mais il a quand même démontré par des centaines de pages. Pour avoir écrit des centaines de pages, il a écrit des centaines de pages, mais il faut pas regarder ces exemples de près, parce que ça... Ouais, par exemple, justement, est-ce que vous avez des contre-exemples? Vous avez donné le coup de foudre. Le coup de foudre, oui. Est-ce que vous en avez d'autres contre-exemples? Il y a des vers... des vers donc célèbres, donc notamment celui de Marlowe, qui a jamais aimé, qui n'a pas aimé à la première vue. C'est un vers extrêmement célèbre, tout à fait anti-gérardien, que Shakespeare reprend dans As You Like It. Donc, et dans Shakespeare, justement, je peux vous parler de Shakespeare parce que je fais un nouveau livre sur René Girard. Ouais. Un nouveau livre. Vous l'aimez vraiment beaucoup, alors? Oui, mais j'ai quand même changé ma perspective parce que dans ce nouveau livre, dans le titre, je ne dis plus qu'il est allumé, je dis qu'il est cintré, non, qu'il est givré. Ouais. C'est une perspective très différente parce qu'on passe du chaud au froid. Donc c'est Shakespeare. Ouais. C'est Shakespeare. Enfin, c'est un titre provisoire. Je changerai peut-être d'ici là parce que Shakespeare déchiffré par un givré, René Girard. Ouais. Parce qu'il a écrit un gros, je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Il a écrit un gros livre sur Shakespeare, les feux de l'envie, où il prétend retrouver partout le désir mimétique chez Shakespeare. Alors que quand il avait écrit son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, il avait prétendu que le désir mimétique, avec les romanciers qui étaient capables de le voir. Bon. Et encore, seuls quelques romanciers comme Cervantes, Dostoïevski, Proust, Flaubert. Donc, il écartait les poètes, entre autres. Et puis, il parle aussi pratiquement. Ici, il invoquait un petit peu Racine et puis Don Juan, enfin, pour dire des sottises d'ailleurs. Mais pratiquement, il prétendait que seuls les romanciers étaient capables de voir la nature mimétique du désir. Bon. Alors, ensuite, apparemment, il a changé d'avis, puisque Shakespeare est devenu, selon lui, le grand génie mimétique. Bon, vous comprenez, il s'est convaincu que le génie, c'était le girardisme. Donc ça passait obligatoirement par le girardisme. Pour être un génie, il fallait être un girardien, c'est-à-dire adhérer à la théorie mimétique. Alors comme,
comme Shakespeare, c'est quand même le génie universel. Beaucoup le considèrent comme le plus grand génie de la littérature, du moins occidentale, ce qui est sans doute vrai. Alors il s'est dit, bon, plus grand génie ne peut pas ne pas avoir été girardien. Sans le savoir. Alors il s'est ingénié à démontrer que Shakespeare était profondément girardien. Donc, alors ça a donné un gros livre que je suis en train de passer en revue. J'ai déjà écrit une centaine de pages, mais ça me demande quand même beaucoup de travail, parce que moi je suis spécialiste de littérature française du XVIIe, je ne suis pas spécialiste de Shakespeare. Même si c'était au XVIIe siècle aussi, oui. Même si c'était, oui, mais bien sûr, mais enfin c'était en anglais, c'était au tout début du siècle. Alors ça me demande quand même pas mal de travail, parce que j'ai lu Shakespeare, mais j'avais pas tout lu. Il y avait certaines pièces dont il parle que j'avais pas lu, comme Les Deux gentilshommes de Vérone, que j'avais pas lu. Maintenant je connais assez bien la pièce. Alors je suis obligé de tout lire Shakespeare, ce qui est quand même pas. Puis Shakespeare, c'est pas un auteur facile. Alors ça me demande quand même beaucoup de travail, mais d'ici un an, j'aurai certainement terminé. Très bien. Et alors, puisque nous en sommes à René Girard, on nous demande là sur Internet si vous seriez prêt à débattre avec un girardien comme oui. Michel Serres ou Jean-Pierre Dupuis. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ça m'étonnerait qu'ils aient bien envie. Ouais. On va leur demander, on va se faire... Pas de choses à leur demander, parce que mes arguments, c'est quand même difficile d'y répondre, parce que je le prends continuellement la main dans le sac, en train de tricher, de truquer les textes, de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Vous avez un exemple particulièrement probant, justement? Partout. Ils trichent. Par exemple, si vous prenez son livre sur Shakespeare, il triche dès les premières lignes. Dès les premières lignes, donc il résume, il consacre donc son premier chapitre aux Deux gentilshommes de Vérone, que j'avais pas lu, mais que maintenant j'ai lu. Alors il commence par résumer le début de l'œuvre en disant, vous savez, il y a deux gentilshommes de Vérone, c'est Valentin et Protée. Donc ils sont tous les deux amis, donc ils sont nés à Vérone, élevés à Vérone. Mais Valentin, pour voir le monde, son père l'a envoyé à Milan, auprès du duc de Milan. Alors, René Girard dit, alors Valentin, ça va devenir, selon la théorie de René Girard, le médiateur du désir de Protée. Protée est déjà amoureuse d'une jeune fille, mais ensuite, quand il va découvrir celle qu'aime Valentin, il en deviendra amoureux. Alors, jusque-là, il est resté, il est resté à Vérone, et il souhaite rester à Vérone parce que la jeune fille qu'il aime, se trouve là. Et alors, René Girard prétend qu'il va à Milan parce qu'il veut à tout prix retrouver son ami Valentin. Alors que c'est faux. Il va à Milan contraint et forcé par son père. Donc il voudrait rester avec sa petite amie, donc il restait à Vérone. Il y va contraint et forcé par son père. Il essaie vainement de demander 2 jours de délai soi-disant pour pouvoir préparer ses affaires. Son père lui dit pas question, tu pars dès demain. Alors si vous lisez René Girard, vous êtes persuadé qu'il va spontanément de lui-même à Milan pour rejoindre Valentin qui sera son médiateur. Puis alors ça continue comme ça, tout est totalement faux. Revenons un instant sur Roland Barthes, si vous le voulez bien, que vous avez beaucoup critiqué aussi. Ah oui, énormément. Pourquoi disait-il que la langue est fasciste? Là, j'ai jamais très bien compris pourquoi il disait que la langue est fasciste. Ça veut vraiment rien dire. La langue est fasciste dans la mesure où elle dit quelque chose. Parce que pour lui, son idéal, c'est l'absence de sens. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un petit fragment dans Roland Barthes par lui-même sur le frisson du sens. Dans un texte, ce qu'il faut, c'est que le sens, on ne puisse pas le prendre, le saisir. Il faut qu'il frissonne simplement, mais qu'on ne puisse jamais le saisir. Donc, il faut que le lecteur se dise continuellement, il doit vouloir dire quelque chose, mais quoi? Sans jamais pouvoir répondre à cette question. C'est ça l'idéal de Roland Barthes. Alors, finalement, dans la mesure où je pense que la langue sert à communiquer la pensée, elle est fasciste. Non, mais c'est une forme complètement creuse, ridicule, mais comme toutes les formules. Beaucoup d'écho. Toutes les formules de Roland Barthes, oui. Oui, d'ailleurs, il a parlé quelque part de l'illusion selon laquelle, donc ce vieux préjugé selon lequel le langage servirait à exprimer la pensée. On se demande à quoi il sert, sinon à ça. Non, Roland Barthes, c'est vraiment un imbécile, ça.
Et alors, dans Assez décodé, vous en parlez un peu. Très peu de Roland Barthes dans Ouais. CD. J'en parle dans la préface, puis un petit peu au ça. Mais j'ai attaqué des universitaires assez peu connus, mais qui avaient proposé des interprétations particulièrement ridicules. Donc, C'est ça. Et donc, Nadia, donc pour Enquête et Débat, qui avait lu votre livre, disait notamment dans l'article qu'elle consacrait à ce livre, je cite, comment des universitaires qui, on ose l'espérer, n'étaient pas des imbéciles, mais sur quels critères en juger, ont-ils pu en si grand nombre se lancer avec autant d'enthousiasme dans des affirmations aussi délirantes, sans l'ombre d'une conscience du ridicule? ah ben ça, c'est un grand problème. Ça. Mais oui, parce que enfin, j'ai cité, qui j'avais cité, c'était pas des universitaires très connus, mais enfin, il y en a quand même un, c'était Philippe Lejeune, qui est un spécialiste, je ne sais pas si vous connaissez, un spécialiste de l'autobiographie. Il a fait sa thèse sur l'autobiographie, beaucoup de livres sur l'autobiographie, il a une réputation, disons, internationale sur l'autobiographie. Alors donc lui, il avait vu un symbole phallique dans le clocher de l'église de Combray, décrite par Proust. Donc, alors je m'étais permis quelques plaisanteries parce que il y a des écailles notamment donc sur ce clocher, etc. Ouais. D'études qui sont comparées par Proust à des écailles. Alors je m'étais demandé, je m'étais permis de m'interroger sur le phallus de Philippe Lejeune. Je m'étais demandé s'il avait bien des écailles, s'il avait bien une aiguille piquante comme celle du clocher, parce que pour ses partenaires ça pouvait quand même être assez gênant. Donc, si les cloches aussi, ouais. Mais alors, bon, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés là-dedans? Je ne sais pas. Par facilité, évidemment, parce qu'on sait ce qu'on va trouver. Donc, quand on est freudien, dès qu'on trouve quelque chose d'un peu allongé, on sait que c'est un phallus. Alors, bon, c'est Ça va facile. vite, ouais. C'est facile, ça surprend les gens, et c'est facile. Bon, parce que il y a une formule de Malebranche que j'ai souvent citée, notamment je l'ai citée à propos de René Girard et de Roland Barthes, c'est donc beaucoup de gens ne disent que des sottises parce qu'ils ne veulent dire que des paradoxes. Le plus court chemin, évidemment, pour aller au paradoxe, le paradoxe, bon, l'avantage c'est d'être piquant, ça retient l'attention, ça surprend, mais la façon la plus facile de faire des paradoxes, c'est de dire n'importe quoi, de dire des sottises. Et alors, c'est la grande explication. C'est le point commun que vous trouvez à tous ces auteurs, Ben, que vous critiquez beaucoup. oui, oui, ils veulent à tout prix dire du nouveau sur les textes, sans se donner la peine de regarder les textes vraiment de près. C'est ça. Bon, d'abord, c'est fatigant de regarder les textes vraiment de près. Donc, il faut le lire, il faut relire, il faut apprendre par cœur. Moi, j'ai toujours appris par cœur. Hein. Donc, je faisais tous mes cours, j'apportais aucun livre et j'apportais aucune note. Donc, j'apprenais par cœur les textes que je commentais, j'apprenais par cœur toutes les citations que je faisais. Et parfois, il m'arrivait dans une heure de cours de citer 20 pages de texte, tout par cœur. Bon. D'abord, ça a des inconvénients parce que ça prend du temps. Donc, ça bouffe beaucoup de temps, c'est fatigant. Pourquoi vous faisiez ça, Pardon? Pourquoi vous appreniez tout par cœur? Écoutez, j'avais pris cette habitude au lycée. Et après, j'ai essayé quand je suis arrivé à la Sorbonne. Bon, j'ai essayé au tout début de me dire, bon, cette habitude, c'est quand même, ça fait perdre beaucoup de temps. Essaye de faire course avec des livres. J'ai essayé 15 jours, j'étais pas à l'aise. Je me sentais pas sûr de moi. Alors je me suis remis à apprendre tout par cœur. Donc, c'est un avantage, c'est que vous pouvez ruminer les textes la nuit, par exemple, à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez les ruminer. Et à force de les ruminer, vous apercevez des fois des petites choses que vous n'avez pas vues avant. Donc Mais je faisais ça, j'apprenais mes textes en me promenant avec le papier à la main ou en faisant du vélo. Je coinçais les textes entre la sacoche et le guidon, et en faisant du vélo, j'apprenais les textes. Et alors donc ce livre assez décodé a reçu le prix de la critique de l'Académie française en 79. Oui, oui, Vous aviez une certaine reconnaissance malgré tout. Ah bah oui, c'est un... Écoutez, j'ai jamais eu de reconnaissance que du côté de l'Institut. Bon, le reste, alors, les autres, non. Mais l'Institut, c'est vrai, ils m'ont redonné ensuite un prix, donc sur proposition de l'Académie française, un prix pour l'ensemble de mes œuvres, puis l'Académie des sciences morales m'a donné un prix aussi pour Sigmund et Fou. Donc l'Institut, oui, c'est vrai, ils m'ont toujours
Il y a eu Michel Déon, donc, notamment, mais il y avait André Guiton, Chanson, il y avait beaucoup de gens. Donc, Mais pour autant, vous n'avez pas été nommé par le président de la République. J'ai cru ah voir non, ça je sur n'ai pas été Internet. nommé par le président de la République. Vu que le président de la République ne nomme pas les professeurs d'université, pourquoi pas les professeurs de lycée, pourquoi pas les instituteurs. Non, non, mais je n'ai même pas, donc j'ai jamais été professeur des universités, alors que j'avais tous les titres pour cela, puisque je suis agrégé Normalia, docteur d'État. Bon, il y a beaucoup. D'abord, il faut être docteur pour être professeur d'université, mais vous pouvez pas obligé d'être Normalia, ni même agrégé. Il y en a qui sont pas agrégés. Bon, donc, non, non, je finis ma carrière comme maître de conférence, notamment parce que le Conseil national des universités qui fait les carrières a toujours refusé de m'inscrire sur la liste de qualification en fonction de professeur. Pourquoi? Parce que à ce Conseil national des universités, mes ennemis, Georges Molinier en tête, l'ex-président de la Sorbonne, mes ennemis étaient majoritaires. Donc, et régulièrement, on faisait faire des rapports sur mon dossier par des gens dont j'avais critiqué les livres. Alors, bon, évidemment, ils disaient jamais dans leur rapport, ils disaient jamais que je les avais critiqués, mais enfin, ça se sentait. Non, non, bon, remarquez, ça n'a pas eu beaucoup d'importance parce que, du point de vue financier, évidemment, j'aurais gagné davantage si j'avais été professeur, mais j'aurais eu aussi beaucoup plus de travail. Donc, j'aurais été beaucoup plus pris. Oui, c'est ce que vous dites. J'aurais eu Comme moins ça, de temps pour écrire. voilà, vous avez Donc, plus de j'aurais temps écrit pour moins de écrire. livres si j'avais été professeur. Parce qu'il aurait fallu d'abord que je dirige des thèses, bon, ce qui est assommant, donc, ce qui prend un temps fou, donc, que j'organise des colloques. Bon, non, j'aurais eu beaucoup plus de travail. Y a pas, tandis que là, je faisais mes cours et puis je rentrais à Bourg. Je faisais mes cours, j'allais à Paris, je faisais mes cours, puis je rentrais à Bourg, travaillais tranquillement. Donc non, non, finalement, mes ennemis m'ont rendu service. Là, donc. Alors, passons au christianisme, si vous le voulez bien. Parce que ça, c'était un autre aspect que vous avez traité. D'ailleurs, c'était votre premier livre, en 1976, qui était consacré au christianisme. Alors, je vais en donner quelques chapitres, parce que ça m'a bien fait rire. Pourquoi vous l'avez trouvé quelque part, ce livre? Sur Internet, enfin, on en parle sur Internet. Ah bon? Oui, sur Wikipédia, votre biographie. Ah bon? Et alors, voilà les chapitres que j'ai retenus. Sur le marché de l'ânerie, un produit révolutionnaire, le mystère. Être bête, ce n'est pas malin. Trois voies très voisines, le couvent, le suicide et l'asile. Ah bon? Il paraît qu'à trépasser, on ne saurait se préparer assez. Des chrétiens à l'esprit si ouvert que l'Église autrefois les aurait fait brûler. Une religion de moins en moins inhumaine, mais de plus en plus inutile. Bon, je m'arrête là. Ah bon, mais d'accord. Bon, écoutez-vous. Bon. je vous rafraîchis un peu la mémoire. Oui, parce que je me souvenais plus très bien. Alors, bon, ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas que le christianisme a malgré tout beaucoup apporté à notre civilisation judéo-chrétienne? Je me fais l'avocat du diable, si vous voulez. Écoutez, d'abord du point de vue esthétique, je vous donne raison. Donc, parce que moi qui suis... On est à côté d'une très belle église d'ailleurs là. Celle du Sacré-Cœur, là. Ouais. Ah non, elle n'est pas belle. Ah bon? C'est une église néo-gothique. Oui. Non, Mais elle est chrétienne quand même. Ah, pardon, mais elle n'est pas belle. Ah bon. Donc, il faut aller à Brou, qui est par là. Parce que vous connaissez Brou? Non. Vous connaissez Ah, moi pas? je suis pas d'ici, moi j'ai... Ah, mais je partie de croyais ma que, famille ici, mais que votre famille était d'ici. Oui, mais enfin je suis pas venu assez souvent. Ah bon, parce que Brou, d'abord, Brou c'est très célèbre, donc c'est une église abbatiale avec une abbaye, il y a 3 cloîtres, c'est très célèbre, c'est un chef-d'œuvre. Mais là, non, ça vaut pas tripette, là, c'est comme René Girard. Enfin globalement, vous trouvez que le christianisme nous a apporté cet aspect esthétique? Ah bah sur le plan esthétique, bien évident, surtout dans la musique. Alors, La musique. Oui, j'ai cru comprendre, là vous avez pas mal de CD derrière vous. Ah, oui, Vous disiez que vous étiez un fan de Bach, notamment. Oui, j'ai vu 800 disques de Bach, ce qui est quand même pas si mal. Donc, Ah oui. Et donc Bach, lui, il a dédié toute son œuvre au christianisme. Enfin, ah ben, pas toute son œuvre, enfin, il y a quand même une partie importante, si on prend évidemment donc, toute la musique d'orgue, les passions, les 200 cantates sacrées, donc évidemment ça fait... Donc c'est pas de nature à vous réconcilier ça avec le christianisme? Un peu, bien sûr, mais enfin Bach, de toute façon, c'était un génie, il aurait créé, même s'il n'avait pas été chrétien, il n'a jamais pensé à remettre sa foi en question, mais il avait autre chose à faire quand on a à gérer un génie aussi extraordinaire que le sien, il faut s'occuper que de ça, il ne faut surtout pas se poser d'autres questions qui vous détourneraient. Il a fait beaucoup d'enfants aussi, oui. Avec beaucoup de femmes. Non, avec deux.
Oui. Ah, deux seulement? Ah, je crois qu'il y en crois, avait plus oui, que oui, ça. donc il y en a eu que deux. Alors c'est la seule chose de positive que vous trouvez sur le christianisme, c'est-à-dire l'aspect esthétique? Bah, peut-être pas, mais enfin, Est-ce qu'au niveau moral, par exemple, ça a apporté quelques valeurs? certainement, puis ça a certainement aidé des gens, oui, bien entendu, ça, oui, ça a suscité des actes de charité, c'est évident, mais aussi, en sens inverse, tellement d'actes de cruauté que c'est difficile de faire un bilan. Ouais. C'est-à-dire que vous pensez que la France a perdu avec le christianisme plus qu'elle n'a gagné? Je suis pas historien, Ouais, ouais. je peux pas Ah, vous mais d'après répondre. vos... Ben non, ben j'en sais rien, ça, non, franchement, je peux pas, encore une fois, mon esprit est incapable de répondre à Ben là, dans des votre livre, questions quand aussi même, vastes. dans votre livre, vous y allez durement, disons. Quand vous dites, par exemple, des chrétiens à l'esprit si ouvert que l'Église autrefois les aurait fait brûler, Écoutez, dire ce que ça veut dire. c'est tous les chrétiens de gauche actuels qui, ils croient plus à rien, ils croient plus au diable, ils croient plus à l'enfer, ils croient même plus au péché originel. Écoutez, ils sont plus chrétiens, c'est évident. Quand on croit pas au péché originel, on n'est pas chrétien. Donc c'est quand même le fondement. C'est le fondement de la religion. Remarquez, je me réjouis. Hein, je me réjouis qu'ils soient plus vraiment chrétiens. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec la déchristianisation de la France, tout va à volo parce que la religion, justement, maintenait un certain ordre? C'est ça que je voulais essayer de vous faire dire, mais apparemment... je sais pas, mais enfin, de toute façon, on peut pas maintenir. Donc, ce qui tient pas debout, s'effondre. S'effondre de lui-même. Vous pouvez pas maintenir de force donc des croyants simplement parce que ça servirait de frein. Donc, bon, c'est vrai que ça pourrait servir de frein, ça pourrait. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous vous réjouissez de cette déchristianisation? Ah, oui, mais ce que je voudrais, c'est que l'islam suive la même voie, c'est ça. Bon, parce que là, maintenant, c'est vrai que le danger vient plus du christianisme. Le christianisme n'est plus une religion nuisible, mais l'islam, en revanche, alors là, donc. Vous diriez qu'il y a une islamisation par rapport à une déchristianisation? Ah certainement, oui, certainement. Moi, encore une fois, je suis pas historien, je suis pas sociologue. Ouais. C'est votre ressenti. Oui. Alors, vous partagez la première place de notre classement des auteurs les moins médiatisés, hein, qu'on a fait selon des critères du nombre de livres publiés par rapport au nombre de passages télévisés, avec Pierre Legendre. Oui. Alors, qui est un chrétien convaincu. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je ne connaissais pas, non, j'ai vu. Vous l'avez découvert à cette occasion? Oui, j'ai regardé sur Wikipédia, mais j'ai jamais lu, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que les deux personnalités les moins médiatisées selon nos critères soient d'un côté un chrétien convaincu comme lui, et de l'autre un athée convaincu comme vous? Oui, c'est un chrétien qui doit être assez traditionnaliste, je suppose. Je sais pas, je connais pas les détails. Parce que d'être chrétien de gauche, bon, c'est pas. Ah oui, non, il n'est pas de gauche, ça. Je le garantis, d'accord, oui. Ça doit plutôt être ça. Donc, oui, il est très attaché à la tradition. Ça doit plutôt être ça qui lui nuit. Donc c'est Oui. plutôt l'aspect politique de sa pensée qui lui nuit que le fait d'être chrétien, parce que les chrétiens sont pas ostracisés, je pense pas. Donc ostracisés, je veux dire plutôt. Donc je pense pas. Donc. Alors, dans un texte que vous avez écrit et qui a été refusé par Le Monde et Libération en 2003, mais qui a été publié sur Internet, sur le site de l'Union rationaliste, dont vous faites partie, je crois. Attendez, sur le site de l'Union rationaliste. C'est là où je l'ai trouvé, en tout cas il a été reproduit là. Ah oui, moi je ne sais pas, parce que, je fais partie de l'Union rationaliste. Oui. Très bien. Je fais partie aussi de la libre pensée, même je suis souvent en profond désaccord avec eux, ça, parce que notamment ils ont condamné la loi contre la burqa, ce que je trouvais. Oui. Là, ça m'a. Marc Blondel, non? La libre pensée? Oui, maintenant c'est Marc Blondel. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont été phagocytés, il faut bien le dire, par des trotskistes. Bon. Ouais. Donc, et des francs-maçons peut-être parce que oui, il y a beaucoup de francs-maçons aussi. Ben, l'Union rationaliste aussi, il y a des francs-maçons, il y en a toujours. Ouais. Donc, il n'y a pas une contradiction là entre le fait d'être athée et le fait d'être franc-maçon? C'est compatible? Moi je suis pas franc-maçon. Non, vous non, mais... Non, mais beaucoup de gens croient que je suis franc-maçon. C'est l'occasion pour dire que je ne le suis pas, j'en suis bien content. Oui. Tout simplement parce que mon premier éditeur, entre autres, celui qui a édité Une croix sur le Christ, il a assez déconné, était franc-maçon. Et que mon premier livre, Une croix sur le Christ, avait été
préfacé par Jean Peumier et présenté par Jacques Mitterrand, qui était grand maître du Grand Orient. Alors on croit que je suis franc-maçon, mais j'ai jamais été franc-maçon, j'ai jamais eu envie d'être franc-maçon, parce que j'aime pas les symboles. Bon, j'aime pas les symboles, les tabliers, tout ça, non, très peu pour moi. Tout ce qui est ésotérisme. Non, les sociétés secrètes, les symboles, tout ça. Moi, je suis un rationaliste. Oui, enfin, beaucoup de rationalistes sont francs-maçons. Oui, mais c'est pas justement, là, c'est pas des rationalistes purs. Ouais. Pour moi, c'est bon, c'est quand même douteux, ça. Quelqu'un comme Marc Blondel, par exemple, il vous dérange ou... Il est libre, il est libre penseur, c'est très très bien, mais comme leader syndical, j'apprécie qu'à moitié, donc, parce que son attitude contre en 95, là, bon, je peux apprécier. Donc, et puis en effet, parce que je pense que Juppé, il avait parfaitement raison, donc j'en suis persuadé. Donc. Et par ailleurs, Marc Blondel s'est insurgé contre la loi sur la burqa. Ah oui, mais alors ça vraiment, j'ai pas du tout apprécié. J'ai failli d'ailleurs m'en aller à ce moment-là, mais bon, j'ai des amis, quand même, de bons amis, là, à Bourg-en-Bresse, libre penseur. Bon. J'ai failli m'en aller parce que j'étais vraiment très très mécontent, d'autant plus qu'ils avaient écrit des choses, alors dans La Raison, des choses qui m'avaient vraiment révolté. Ils comparaient donc cette loi donc aux lois de Vichy contre les Juifs. Alors là, j'ai trouvé ça odieux. Donc, ça veut dire qu'il y avait une dissension au sein de l'Union rationaliste sur cette question? Ah ben non, là c'était la libre pensée. Ah, c'était la libre pensée. Donc l'Union rationaliste, bon, ils n'ont pas condamné la loi contre la burqa. Donc je pense qu'ils étaient plutôt pour. Mais ils étaient assez réservés pour la loi contre le voile. Ouais. Je sais que à cette époque-là, le bureau de l'Union rationaliste qui avait été donc interrogé par la commission Stasi, donc s'était prononcé contre la loi. Mais ensuite, ils ont été désavoués par le conseil d'administration de l'Union rationaliste. D'accord. Donc, est-ce que vous faites partie à la fois de l'Union rationaliste et de la libre pensée? Et de la libre pensée. Donc est-ce qu'au sein de la libre pensée, il y avait une dissension sur cette question? J'en sais trop rien parce que vous savez, je suis pas la libre pensée, donc j'y vais jamais. Donc l'Union rationaliste, je vais tous les ans à l'Assemblée générale. Donc je suis plus proche de l'Union rationaliste que de la libre pensée. La libre pensée, je peux pas vous dire. Donc, alors parlons justement de ce tabou, l'islamophobie. Parce que dans votre texte que j'évoquais tout à l'heure, et qui a été refusé par Le Monde et Libération, vous déclariez notamment pour être islamophobe, il n'est nul besoin d'être raciste, il suffit d'être rationaliste. Là, ça me paraît une évidence. Alors, qu'entendez-vous par là? Je suis pas. Peut-être qu'il y a beaucoup. D'abord, on prétend que les gens qui sont islamophobes, ils sont islamophobes parce qu'en réalité, ils n'aiment pas les Arabes. Enfin, l'islamophobie, c'est la détestation d'une religion. C'est la peur, a priori, d'une religion. Ah, pardon? C'est même la peur. C'est la peur, oui. C'est même pas la détestation. Oui, mais c'est la peur d'une religion, mais peur tout à fait justifiée. Donc, donc c'est pas la peur d'une ethnie, donc d'une race, d'une ethnie, d'un peuple. D'autant plus que des musulmans, la plupart des musulmans ne sont pas arabes, donc dans le monde. Si. Dans le monde, non, mais en France, si. Ah en France, c'est là où il y a un amalgame qui est possible. Bien sûr. En France, c'est vrai, oui. Donc effectivement, il y a c'est vrai que certaines gens, pas mal de gens, sans doute, sont islamophobes parce qu'ils sont anti-arabes. Ça, c'est. Comme certains sont antisionistes parce qu'ils sont anti-juifs. Oui, ça doit être plus rare quand même. Je sais pas là. Oui, c'est un débat. Oui, je suis pas sûr. Il y en a, oui. Vous croyez qu'il y en a? J'en connais, oui. En tout cas, les islamophobes qui sont islamophobes, non pas parce qu'ils ont lu le Coran, mais parce qu'ils n'aiment pas les Arabes, d'abord, c'est sans doute la majorité. La majorité. Mais moi, je suis islamophobe parce que j'ai lu le Coran. Donc, depuis que j'ai lu le Coran, je suis islamophobe et je le resterai. Et donc pour vous, c'est pas une tare d'être islamophobe parce que c'est présenté aujourd'hui comme... C'est pas une tare, dans la mesure, ça n'arrête pas du racisme, dans la mesure où vous n'aimez pas l'islam parce que vous trouvez que le Coran est un livre absurde, odieux, donc stupide, donc puis très ennuyeux parce qu'il n'y a pas plus répétitif que le Coran. La Bible, au moins, c'est amusant, la Bible. D'abord, c'est beaucoup plus varié, et puis c'est amusant. Il y a des histoires. Il y a des histoires assez pittoresques, donc, parfois. Puis, il y a des textes aussi d'une réelle qualité littéraire dans la Bible, ce qui n'est pas le cas du Coran, qui est vraiment affligeant.
Oui, certains arabophones disent même que c'est un arabe très limite. Enfin, Ah bah ça, c'est pas l'arabe littéraire, c'est pas. moi, je peux pas en juger parce que moi, je suis pas, j'ai baragouiné un petit peu l'arabe quand j'ai fait mon service militaire parce que c'était pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Donc j'avais une école. Je faisais l'instituteur. Avec des enfants qui parlaient pas, qui savaient pas le français. Alors il fallait que je baragouine un petit peu. Puis je leur ai appris à lire, à écrire. Donc c'était. Et alors pour revenir sur cet amalgame, puisque justement la plupart des musulmans en France sont d'origine arabe, euh, est-ce que vous pensez qu'on a qu'on a reculé depuis les Lumières, où il y avait quand même, on a appris la distinction entre la critique d'une religion et la critique d'une ethnie ou d'une race? Ben oui, apparemment, oui. Oui, je pense, effectivement. Donc comment Mais faire ben, le chemin inverse? ben, je sais pas trop, mais c'est sûr que, oui, par rapport aux Lumières, oui, on a sans doute reculé. Mais les Lumières sur l'islam, ça dépend beaucoup des auteurs. Donc, Voltaire, finalement, il y a une indulgence parfois assez étrange vis-à-vis de l'islam. Tout ça parce que, en fait, il déteste la religion judéo-chrétienne. Alors, il la déteste tellement que les autres, il les excuse. Mais alors, si vous lisez Montesquieu, Montesquieu est très très sévère pour l'islam, donc il est beaucoup plus lucide que Voltaire. Donc. Et donc, pour vous, c'est un devoir aujourd'hui d'être islamophobe, vous diriez? Ah bah pour un rationaliste, oui, je considère que c'est un devoir, oui, effectivement. Et pour la République? Bah pour la République, bah on peut difficilement se dire islamophobe, mais enfin, bon, Jules Ferry, donc je me rappelle quand il était ministre de l'Éducation nationale, il interviewait des jeunes Vous musulmans. voulez dire Luc Ferry, oui. Oui, bien sûr. Excusez-moi, Luc Ferry. Bon, donc, il interviewait des jeunes musulmanes, puis il s'est cru obligé de leur dire que leur religion était magnifique. Moi, j'avais été scandalisé. Il n'était pas obligé de dire que c'était une religion détestable, ça, bien sûr. En tant que ministre de l'Éducation nationale, il ne pouvait pas se le permettre, mais rien ne l'obligeait à dire qu'elle était magnifique. Il n'aurait jamais dû dire ça. Donc, c'est pas, un ministre d'une république laïque n'a pas à dire que l'islam est une religion magnifique. Ça. Ouais. Et donc, est-ce que pour vous, il y a des problèmes avec l'islam qui vont s'amplifier avec le temps? J'en sais rien. Encore une fois, moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue. Ouais. Non, bah, vous savez. Non, parce que vous avez le courage de parler sur une question quand même qui est difficile aujourd'hui. Tout de suite, on est assimilé, comme vous l'expliquiez dans ce texte-là, à un racisme. Bah oui, bien sûr. Oui, on ne dit pas rien. Mais enfin, dans mon cas, c'est pas du racisme. Je ne suis pas anti-arabe. J'ai été contre la guerre d'Algérie. J'étais étudiant, j'étais à Normal Sup en 56, j'ai été badésiste, je me suis mis au Parti radical pour soutenir Badès France, donc j'ai bien connu Charles Herdu à cette époque, j'ai fait une élection partielle avec lui, donc j'étais résolument contre la guerre d'Algérie parce que l'indépendance de l'Algérie m'a toujours semblé absolument inéluctable. Donc, d'ailleurs, tous les historiens sont d'accord pour ça. Donc il fallait arrêter le plus tôt possible. Donc je n'étais pas du tout anti-arabe, mais islamophobe, oui. Et alors, comment faire en sorte que nos compatriotes musulmans... Parce que au Sahara, là, je me suis très bien entendu avec les populations locales. Ils m'invitaient tout le temps à prendre le thé. Les parents des enfants, là, ça marchait très très bien. Mais vous étiez déjà islamophobe à l'époque? Non, j'étais pas vraiment. Non, parce que j'avais pas lu le Coran à l'époque. Ah ouais. j'étais pas islamophobe. Non. Et alors, comment Enfin, faire... de toute façon, j'étais quand même pas religieux. Comment faire en sorte que nos compatriotes musulmans ne prennent pas pour eux des critiques qui seraient faites contre l'islam? Ben oui, effectivement, c'est délicat. Non, c'est vrai. Bon, moi, je peux m'exprimer extrêmement librement parce que bon, je suis rien du tout. Mais c'est vrai que si j'étais homme politique, je pourrais pas dire ce que je pense comme je pense. Donc certainement, oui, ça bien sûr. Je pourrais pas dire si j'étais homme politique, je pourrais pas dire que je suis islamophobe. Bah oui. Oui. Oui, peu s'y sont essayés jusqu'à présent. Mais vous ne pensez pas quand même qu'il y a une sensibilité qui est trop importante, un peu comme avec d'autres communautés, comme les juifs Oui, comme, certainement, oui, bien entendu. Bien entendu. Il faudrait qu'ils apprennent
comme les catholiques l'ont appris, bien, difficilement, très difficilement, mais les catholiques ont appris à supporter qu'on leur rit au nez, donc ça, maintenant ils supportent assez bien, je dois dire. J'ai des amis catholiques, je peux leur dire pratiquement, pour les pires vacheries, donc ils le prennent assez bien. Ils ne sont peut-être pas ravis au fond d'eux-mêmes, puis bon, ils sont habitués. Donc. Et alors pour conclure sur cet aspect religieux, est-ce que vous diriez que la France aujourd'hui, malgré sa déchristianisation, vit encore sous une ère religieuse? Non. Non. Quand même, c'est certainement le pays le moins religieux au monde, je pense, actuellement. Donc pour ça, on y est très bien. Donc, enfin, on y est mieux qu'ailleurs. J'ai pas envie d'aller ailleurs. Donc, je crois que vraiment, donc là, on a fait de gros progrès. Donc, surtout que quand je compare à mon enfance, il y a 50 ans, ben, ça a quand même... Toute ma famille était profondément croyante il y a 50 ans. Moi, j'ai été le premier mécréant de la famille. Mais maintenant, dans la famille, dans les jeunes générations, plus personne ne va à la messe. Oh non, donc. Alors, changeons de sujet pour cette dernière question, mais qui est une question que j'estime importante. Parce que vous avez enseigné durant 22 années la littérature française du XVIIe siècle. Oui. À l'université, donc Paris-Sorbonne, Paris 4. Oui. En tant que maître de conférence, vous le disiez. Et j'aimerais vous poser la question sur la polémique qui existe depuis Pierre Louis, donc 1919. Vous voyez, c'est dont je veux parler. Oui, bien sûr, Corneille. L'affaire Corneille. Corneille, à qui, alors, je résume un peu l'histoire. Donc, certains, depuis Pierre Louis, qui a été le premier, prétendent que Molière avait pour nègre Pierre Corneille. Et donc, oui, c'est ça, oui. Qui aurait écrit 16. Il aurait écrit, donc, Corneille aurait écrit 16 des pièces de Molière, d'après ces gens-là. Et alors, c'est une thèse, je vous pose la question parce que c'est une thèse qui, vous avez enseigné à la Sorbonne, qui à la Sorbonne est vraiment tabou. C'est une thèse absurde. C'est une thèse. Oui, enfin, elle est taboue. Alors, comment vous. Elle n'est pas tabou, mais elle est tellement stupide que. Disons que. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat, généralement, et qu'on n'exclut pas les gens. Donc, comme vous avez été exclu parce qu'on vous trouve absurde ou... Non, là, je suis entièrement d'accord avec les gens de la Sorbonne, même ceux dont j'ai critiqué les livres, notamment Georges Forestier, par exemple. Ah oui, Bon, donc, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit sur ce sujet, il a parfaitement raison. Il n'y a aucun 17e sérieux, donc, en France, dans le monde, aucun, donc, je sais bien, mais... qui adhère à une thèse aussi stupide. Alors, précisément, est-ce que vous avez lu les thèses de Denis Boissier, par exemple? J'ai un bouquin. Attends, je ne vais pas me lever. Parce que j'ai un bouquin là, où il y a écrit 2 auteurs, là, je ne sais plus, chez Fayard. Des Belges? Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est là dans ma bibliothèque avec Molière. Oui. Leurs arguments sont stupides. Notamment, il y a des arguments formels sur certains parallélismes formels entre les alexandrins de Corneille et ceux de Molière. Mais quiconque a pratiqué un peu l'alexandrin pourra retrouver les mêmes parallélismes avec tous les gens qui ont écrit des alexandrins. Donc, ces gens-là. Est-ce que vous avez vu les études scientifiques, puisqu'il y en a eu 2, une en France, une en Russie, plus récemment, qui ont été faites, qui ont analysé les différences justement entre tous les auteurs du XVIIe et qui trouvent vraiment une similitude importante entre Corneille et Molière seulement, en études scientifiques linguistiques. Ça m'étonnerait qu'il y ait... Non, mais est-ce que vous avez... non, là, j'ai pas regardé ça de près. Mais, des amis m'avaient suggéré de faire un livre sur ce sujet, mais... Ça ne m'a pas paru utile parce que quand même personne ne prend vraiment au sérieux cette thèse. Cette thèse est absurde. Il n'y a aucune raison d'imaginer que... Écoutez, mais enfin, Corneille et Molière, c'est pas du tout le même genre de génie, c'est pas le même genre d'esprit. Le même homme qui a écrit l'imitation de Jésus-Christ, qui a écrit Polyocte, donc ne peut pas avoir écrit de Tartuffe, et ne peut pas avoir écrit Don Juan. Donc, si c'était un génie, par exemple, un génie est capable d'avoir plusieurs identités quand il écrit, non? Non, écoutez... Si c'est vraiment un génie. Corneille, il était pieux, il était profondément croyant, marquis de sa paroisse, vraiment dévot. Il n'aurait jamais écrit les blasphèmes qu'il y a dans Don Juan. Donc,
Bah, s'il voulait faire croire que c'était pas lui, c'était facile. Non. Oui, bon, et puis alors donc son fils Thomas Corneille, il a traduit le Don Juan de Molière. Il ne l'a pas traduit comme étant le Don Juan de son père. Donc il l'a traduit comme étant celui de Molière. Bon, il aurait peut-être bien su quand même si. Bah justement, il a peut-être su, sans le dire. Non, mais parce que tout il y ça a était. quand même des éléments. Corneille et Molière ont écrit une pièce ensemble. Ben, bien entendu, mais chacun, mais ils n'étaient pas ensemble, ils étaient 5 auteurs, chacun a écrit un acte. Et chacun, donc ça a été reconnu. mais c'était c'est pas public. impossible. C'était public, Ouais. c'était parfaitement. Ça, oui. Oui, Mais c'était est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres œuvres qui Ah aient non, été non, écrites ah non, 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 je vous assure, non. C'est une hypothèse complètement absurde, il n'y a aucune. Parce que il y a maintenant un certain nombre de livres qui ont été écrits avec des hypothèses biographiques. Par exemple, en 1658, vous connaissez cette histoire de la rencontre de Molière et Corneille Ils ont en pu se rencontrer 1658. ils ont pu se rencontrer à Rouen, effectivement, en Voilà. Et 1650. qu'avant 1658, Molière n'avait jamais rien écrit de sa vie. Et là, après la rencontre de 1658, il écrit Tant et plus. Bon, enfin, c'est pas du tout. Moi, j'ai expliqué à la fois du Corneille, j'ai fait cours à la fois du Corneille et Molière. Je peux vous jurer que c'est pas le même auteur qui a écrit, ces. Enfin, je vous le jurais. Non, enfin, Par exemple, on n'a rien trouvé de la main de Molière. Bon. Mais pratiquement, vous ne trouvez pas de manuscrit au XVIIe. De Corneille, on en a trouvé. Je parle à l'expert, là, justement. De Pascal, on en a trouvé. Ah pourquoi les manuscrits de Pascal, bien sûr, puisqu'il il était au XVIIe. Oui, mais parce qu'il est mort. Donc si les pensées, si les pensées avaient été publiées, le principe au XVIIe, c'est que quand on publie une œuvre, à partir du moment où elle est publiée, est imprimée, on balance tous les manuscrits. Alors pratiquement, vous avez les manuscrits des pensées, bien entendu, parce que Pascal est mort avant que son œuvre soit achevée. Pour Bossuet, par exemple, vous avez les manuscrits des sermons, mais vous n'avez pas les manuscrits des oraisons funèbres, parce que les oraisons funèbres, elles ont été imprimées. Mais les sermons, ils n'ont pas été imprimés, ils n'étaient pas faits pour être publiés, ils étaient faits pour être déclamés en chair. Donc on a les manuscrits. D'accord, mais outre les manuscrits, vous avez aussi des lettres. Vous avez des lettres par centaines de Corneille. Oui. On n'en a aucune de la main de Molière. Molière, il écrivait sans doute peu plus. Vous rigolez, il a écrit Tant et plus, justement, soi-disant. Moi, je suis pas. C'est intéressant comme argument. Vous ne pouvez pas dire que c'est une thèse absurde quand vous avez des arguments de ce poids. Oui. Parce que les lettres, elles n'ont pas été diffusées. Par exemple, sa bibliothèque. Vous savez qu'à sa mort, on a trouvé très très peu de livres dans sa bibliothèque. Comment vous expliquez ça? Il a. Pour un aussi grand auteur, aussi érudit, dont les livres gorgent. Il n'est quand même pas extrêmement érudit. Il ne s'est pas inspiré de. Non, il est certainement beaucoup moins érudit que Corneille. Ouais. Donc, d'abord, il a lu les comiques latins. Donc, mais il ne parlait pas les langues. Il a lu il ne parlait pas leur langue. Comment est-ce qu'il a fait et Terence. Enfin, il y avait des traductions. Donc, à l'époque, il y avait des traductions. Oui, bien entendu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un argument qui revient souvent. Non, mais c'est-à-dire les arguments biographiques, à vrai dire, je ne les connais pas vraiment parce que je ne me suis jamais intéressé à l'histoire littéraire. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire littéraire, je ne lis jamais les biographies des auteurs, je lis que les œuvres. Parce que les biographies, ça ne me paraît pas nécessaire pour comprendre des œuvres. C'est pour ça que je ne suis pas très... Alors, parlons des œuvres, si vous voulez. Mais les œuvres... Les Précieuses ridicules, par exemple. Est-ce que Molière aurait pu écrire Les Précieuses ridicules, sachant qu'il n'avait rien contre elles de particulier, alors que Corneille, lui, avait beaucoup à leur reprocher à ces gens-là, à ces dévots, comme on dit. Oui, mais enfin, des Précieuses ridicules pour un auteur comique, ça me paraît quand même un bon sujet. Donc, quelqu'un qui veut faire rire, il est normal qu'il s'attaque à ce genre de personnage. Ouais. Mais Molière n'avait rien à leur reprocher de particulier. Peut-être bien, mais c'était pour lui de bons sujets. Tandis que le comique de Corneille... il a écrit l'illusion comique. Oui, mais enfin, si vous comparez l'illusion comique, j'ai fait le cours sur l'illusion comique. C'est pas un génie comique, Corneille. Ouais. Puis les autres comédies de Corneille sont encore moins géniales. Donc, non, il y a une différence. Molière, c'est le génie comique, ce que Corneille n'a absolument pas. Corneille, c'est un génie tragique, c'est sûr. Donc, ce que Molière n'est pas, lui, quand il essaye avec Dosange d'Aragon de faire de la tragédie, ça foire, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Mais en revanche, d'accord.
Par Hein? contre, sur le fait que il n'avait pas le temps. Alors ça, c'est un argument qui revient souvent dans ceux qui critiquent le fait que Molière serait l'auteur de ces pièces. On dit, mais entre tout ce qu'il faisait, il était directeur d'une troupe. Bien entendu. Et Oui, comment est-ce qu'il pouvait oui, faire mais pour alors à écrire ce tous ces moment-là, livres poser la même question à Mozart. Comment est-ce qu'il faisait, lui aussi, ou à Bach, comment est-ce qu'il faisait pour écrire, pour plus composer autant, puisqu'il fallait en même temps qu'il dirige la maîtrise, qu'il fasse l'école aux enfants. Il apprenait les mathématiques aux gamins de Saint-Thomas. Bon, il avait le temps. Bon, comment est-ce qu'il pouvait. Bon, ça Non, je vous pose toutes c'est le ces génie. Je vous pose toutes ces questions parce que justement, vous êtes rationaliste, vous le revendiquez, et là, la critique de ceux dont je me fais le relais, disent, mais Molière, c'est un mythe qui a été érigé avec la période Oui, romantique. mais alors oui, c'est un mythe, mais un mythe qui est né au 19e seulement. Voilà. Ben oui. Mais comment ça se fait qu'on se soit pas posé la question plus tôt? Comment ça se fait qu'aucun des contemporains de Molière ne l'ait jamais accusé donc d'être un faussaire? Ben, c'est le cas. Il avait énormément d'ennemis, Molière. On a écrit des pires pamphlets contre lui. On l'a accusé des pires choses. Donc, mais jamais personne n'a dit qu'il n'avait pas écrit ces pièces. Pas au 17e. Ah si, des contemporains de Molière. Si, ben, ça, vous avez ça dans les livres de Denis Boissier. Ça notamment. m'étonnerait parce que j'ai jamais vu. Oui, ça J'ai jamais m'étonnerait. vu ça. J'ai lu quand même pas mal de pamphlets contre Molière. J'ai jamais Oui, mais vu alors ça. Denis Boissier, on a lu quasiment tout ce qui s'est fait contre Molière, il l'a lu. Donc il l'a intégré dans ses... Ah ben ça faudra que je regarde parce que Ouais. ça m'étonne. C'est comme par exemple quand on prétend que le Christ n'a pas existé, ben là Ouais. aussi à partir du 18e qu'on a commencé à prétendre que Alors donc le vous y Christ croyez au Christ? qu'il a existé, oui, bien entendu. Ah bon? Je suis persuadé qu'il a existé. Ah ouais? Ben, C'est étonnant, ça. c'est pas le Fils de Dieu, c'est évident. Ouais. Il n'est pas ressuscité, c'est évident. Il n'est pas né d'une vierge, il n'a pas multiplié les pains, il n'a pas marché sur les eaux, mais qu'il a existé, je n'en doute pas. Parce que tout ce qu'on dit Ben, sur le oui, Christ... je sais bien, à la libre pensée, ils prétendent Ouais. tous qu'il n'a jamais existé, que c'est un mythe. Mais Mais disons que ça se retrouve dans beaucoup d'histoires précédant la période du Christ. Chez les Sumériens, oui, bien dans entendu. beaucoup de civilisations, bien, on bien. retrouve quasiment mot pour mot bien. l'histoire du Christ. Bien entendu. Et donc, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il aurait existé alors? Ben, parce que, là encore une fois, il y a peu de témoignages qui parlent de Christ. Ben, ce qui est tout à fait normal. Parce que d'abord, il y a peu de témoignages historiques à cette époque, qui sont extrêmement peu nombreux. Et puis le Christ, bon, c'est un personnage complètement inconnu, donc qui intéressait personne. Il y a que son petit groupe de ses amis qu'il connaissait. Mais il n'y a pas, personne n'a dit qu'il n'avait pas existé. Donc même ses ennemis, donc même personne, donc les ennemis des chrétiens n'ont jamais dit que le Christ n'avait pas existé. Les Juifs n'ont jamais dit que le Christ n'avait pas existé. Donc le Coran parle du Christ comme quelqu'un qui a existé. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'on mette en doute l'existence du Christ. Mais c'est nier l'existence du Christ. D'abord, ça permet de dire que la religion chrétienne est fausse, puisque son Dieu n'a pas existé. Bon, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça, et ça pose énormément de problèmes, parce que expliquer la naissance de cette religion, son développement, si vous partez pas d'un gourou réel... Ben, le gourou réel, ça peut être Paul, justement. Paul a joué C'était un un rôle... sacré gourou, lui. Oui, mais enfin, en prenant le relais du Est-ce qu'il a Christ. pas- est-ce qu'il Oui, aurait ça, pas Paul inventé est un sacré gourou, c'est évident que sans lui, Voilà. le christianisme, bon, ça serait dispersé dans les sables de la Palestine, ça aurait pas... Bon, c'est évident. Mais au départ, il y a certainement eu un personnage. Ouais, qui il n'a pas pu correspond- tout inventer, par exemple. S'il l'a jamais rencontré, il n'a pas pu tout inventer. Ben, non, il l'a jamais rencontré, évidemment, puisque il était déjà mort. Donc, non, ça, si, à la libre pensée, là aussi, je suis en désaccord avec eux, parce qu'ils affirment. Mais enfin, encore les bons spécialistes de l'histoire des débuts du christianisme ne mettent jamais en doute l'existence du Christ.
Bah écoutez, en tout cas, ça démontre que vous êtes un vrai esprit libre et qu'on pourra difficilement vous mettre dans une case. Donc j'ai été ravi de vous rencontrer, de vous interviewer. Eh ben, je vous remercie C'est beaucoup. cette première interview vidéo en France. En France. Et donc on va essayer d'organiser ce débat avec Monsieur Dupuis ou avec Monsieur Michel Serres. On va leur proposer, puis on tiendra au courant nos... Oui, ben, alors, je précise que le troisième dont il parle, là, n'est pas normalien. Oui, c'est pour ça, mais on verra. Si les deux refusent, on proposera... Michel Serres, ben, je l'ai rencontré quelques fois, ben, une fois à l'Institut, puis je l'ai rencontré quelques fois à la Sorbonne quand il venait pour... Mais bon, je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais enfin, apparemment, la fois que j'avais rencontré, apparemment, il savait qui j'étais, mais enfin... Maintenant, il sait certainement. Vous l'avez critiqué aussi? Non, mais dans la mesure... Non, non, je n'ai pas parlé de lui. Mais dans la mesure où je me suis attaqué à René Girard, vous pensez bien qu'il est au courant. Il ne peut pas ne pas savoir que j'ai... D'autant plus que la bibliothèque de l'Institut, mon livre, contre René Girard, il y est. Ah. J'ai une amie qui est allée à la bibliothèque de l'Institut, elle a vu mon livre exposé sur la table des nouveautés. Il y a encore une démocratie à l'Institut. Non, mais alors, René Girard, je ne comprends pas très bien. D'abord, c'est quelqu'un à la fois de très savant, très intelligent. Et de très écouté, jusqu'aux États-Unis. Ah bah, oui, bien sûr, parce qu'il a enseigné aux États-Unis, pour ça ils se sont connus là-bas, hein, donc avec René Girard, Avec Michel Serres, oui. ils sont très liés, donc, bon, je comprends pas pourquoi... Michel Foucault, à l'époque, était très connu aux États-Unis aussi. Ah bah oui, oui, bien sûr. Bourdieu aussi. Enfin, puis Roland Barthes, on n'en parle Roland pas. Barthes. Alors, Roland Barthes aux États-Unis, un peu ça. C'est J'ai été étonnant. injurié aux États-Unis, dans Ah les oui revues américaines, Ah vraiment. oui Ah, vraiment. J'ai même été traité de petit nazi par une revue américaine parce que j'avais écrit Roland Barthes ras-le-bol. Alors là, j'ai écrit une grande lettre de protestation. Il a fallu que je menace de faire un procès pour que la lettre passe, parce que moi, j'aime pas qu'on me traite de petit nazi. Oui, c'est pas très agréable. Donc, un de mes oncles est mort à Dunkerque, un autre est mort en déportation, et mon grand-père, qui était général et prisonnier de guerre, a été liquidé sur l'ordre d'Hitler. Bon. Puis quand bien même, enfin... Bon, vraiment, je suis d'une famille où on porte pas les nazis dans son cœur. Donc, Enfin, vous savez, de toute façon, c'est pas... Jean-François Revel était fils de collabo, ça ne veut pas dire que... Bah oui, bah bien sûr, il n'est rien pas... dire, mais il est bon. pas- oui, non, non, mais enfin, traiter les gens de nazis simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec eux sur un sujet qui n'a rien à voir, c'est monstrueux. Ça. Bah écoutez, ça sera la conclusion. On a commencé par la liberté d'expression, on finit par la liberté d'expression. René Pommier, merci. C'est moi.